Bonjour à tous, bonjour Jérôme Guedj. Bonjour, Jean-Philippe Nabert. Merci d'être avec nous ce matin. On en parlait dans le journal de 7h30, c'est le ministre du Travail lui-même, Olivier Dussopt, qui l'a annoncé. Le parquet national financier retient contre lui l'accusation de favoritisme en relation avec une entreprise lorsqu'il était maire d'Annonay. Qu'en dites-vous? Est-ce que cela le fragilise? Est-ce que cela doit interférer avec son rôle de ministre du Travail engagé en première ligne dans la réforme des retraites? Évidemment, c'est fâcheux. C'est toujours fâcheux quand un élu de la République est questionné par la justice. Donc on va laisser la justice faire le travail et indiquer s'il y a une faute judiciaire. Parce que moi, ce qui m'intéresse avec Olivier Dussopt, c'est la faute politique. Le seul favoritisme dont il se rend coupable, c'est d'avoir, on va en parler dans un instant, s'agissant de la réforme des retraites, favoriser les réponses les plus injustes et celles qui vont pénaliser le plus grand nombre de nos concitoyens. C'est ça qui va m'intéresser dans les jours qui viennent et qu'on va essayer de mettre en lumière. Donc ces activités répréhensibles, selon le parquet national financier du passé, lorsqu'il était maire d'Annonay, ne doivent pas rentrer en ligne de compte. Il peut rester ministre, selon vous? Matignon a dit hier que la Première ministre lui conservait sa confiance. C'est-à-dire qu'elle n'a pas trop le choix parce qu'ils se sont tellement avancés qu'aujourd'hui, ça fragiliserait encore un peu plus cette réforme. Ce que je me dis, c'est qu'il ne va pas avoir l'esprit totalement disponible pour défendre mal la réforme qu'il nous propose. Maintenant, c'est de sa responsabilité et de celle du gouvernement, mais ça fragilise, c'est fâcheux, je le redis. Voilà. Alors, on en vient effectivement au fond de la réforme. Son examen débute lundi. Vous faites partie de la NUPES, la NUP, enfin, on ne sait pas. Ouais, je suis socialiste au sein de la NUPES. Voilà. Absolument, vous êtes un député socialiste. Il y a 20 000 amendements qui ont été déposés, dont les 2/3 viennent de la coalition de gauche. Est-ce que, comme l'a dit votre collègue de la NUP, Marine Tondelier, la numéro 1 des Verts, l'Assemblée va se transformer en ZAD pendant ces prochaines semaines? Non, moi, c'est pas le genre d'expression que j'utilise. L'Assemblée va faire son job. Et le parlementaire que je suis fait son travail, qui est, à travers ces amendements, dans un temps limité qui nous est donné, de permettre de comprendre tous les effets injustes et inégaux de cette réforme. Vous savez, cette réforme, moi, j'invoque le syndrome Dracula. Vous connaissez Dracula? Il n'aime pas la lumière du soleil et il se transforme en cendre quand on révèle. Voilà. Cette réforme aussi, Dracula. Oui, c'est un peu un vampire. Et cette réforme, elle vient vampiriser la chose la plus précieuse. C'est le temps libéré pour les gens qui ont travaillé. C'est un impôt sur la vie de 2 ans qu'on va prendre de manière totalement injuste, de manière totalement indifférenciée. Et donc voilà, nos amendements, ils vont nous permettre de montrer en 10 ou 12 jours tous les effets négatifs de cette réforme. Alors précisément, vos amendements, à vous, Jérôme Guedj, et au nom du Parti Socialiste, vous proposez de financer autrement une réforme que tout le monde, enfin beaucoup de gens jugent indispensable, y compris Pierre Moscovici, par exemple, le président de la Cour des comptes, qui est un socialiste. Vous proposez, par exemple, de revenir sur les allègements de cotisations sociales payées par les... Pardon, juste une question. Est-ce que ce ne sont pas ces baisses de charges qui font qu'aujourd'hui les entreprises embauchent et que donc le chômage baisse? Mais c'est justement la question que posent des économistes, y compris des économistes libéraux. Et je vais même vous dire des parlementaires du groupe Renaissance, des amis de M. Macron, régulièrement posent la question, et nous le faisons aussi, on fait des exonérations de cotisations. Vous savez que pour la seule branche vieillesse, celle dont on nous dit qu'elle va être en déficit, et je ne conteste pas le fait qu'il y aura un déficit temporaire et conjoncturel. Mais plutôt que de lever un impôt injuste sur la vie des gens, ces 2 ans fermes, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions? Et donc, par exemple, ces exonérations de cotisations pour la seule branche vieillesse, c'est 17 milliards d'euros en ce moment, exactement le montant du déficit. Donc, mettons-les sur la table, c'est ce que je fais avec plusieurs amendements pour dire, est-ce que celle-là, elle marche? Par exemple, on a, au-delà de 2,5 fois le SMIC, des exonérations de cotisations. Et des économistes, y compris le Conseil d'analyse économique, nous disent que ça n'a aucun impact sur l'emploi. Alors pourquoi le chômage baisse aujourd'hui alors que les cotisations ont effectivement baissé dans les entreprises? Comment vous expliquez alors la baisse du chômage, M. Guedj? C'est pas parce qu'il y a 2 phénomènes en même temps qu'ils sont reliés entre eux. Il y a des revenus, des salaires qui ne sont pas soumis à cotisation, qui sont exonérés, et cela, il faut les questionner. Je mets aussi sur la table les retraites chapeaux, les distributions gratuites d'actions. On a des pans entiers de notre système de revenus qui ne sont pas soumis à cotisation. Au moins, soit on demande des contreparties, soit on les questionne. Parce que voyez-vous, moi, le déficit, je ne le conteste pas. Il y a 12, 15, 17 milliards d'euros. Mais tout ça, c'est des sommes qui font un peu peur. Mais rapporté à 350 ou 360 milliards d'euros, c'est à peine 3%. Je prends toujours cet exemple pour que les gens comprennent bien. Si vous avez un crédit immobilier à 1 000 euros par mois ou un loyer à payer de 1 000 euros par mois, et qu'à la fin du mois, il vous manque 30 euros, est-ce que vous déménagez ?
Est-ce que vous vendez votre maison? Est-ce que vous renoncez? C'est la comparaison que vous faites. La comparaison que je fais, quand il manque 3% pour équilibrer un budget, on ne passe pas par-dessus bord notre système de retraite. La réponse qui vous est faite aussi lorsque vous faites cette comparaison du déménagement ou des 2 ans fermes que vous avez employé ce matin, et vous n'êtes pas le seul à gauche, vous assimilez le travail à une aliénation, à la prison. Est-ce que c'est ce que les Français ont envie d'entendre aujourd'hui? Vous et moi, on aura probablement très envie de travailler au-delà de 64, 65, 68 ans, parce que le travail, pour une partie de nos concitoyens, et j'en fais partie, est un lieu d'émancipation, etc. Mais voyez les gens qui nous regardent ce matin, je pense qu'il y en a une partie d'entre eux qui vont prendre le boulot dans quelques instants, qui vont prendre les transports en commun, qui travaillent le samedi, parfois tôt, voire certains qui rentrent 2, 3, 8. Il y a encore des situations de pénibilité, et cette réforme, de manière très injuste, elle n'apporte rien. Pire, elle les pénalise davantage sans tenir compte justement de ces situations parfois pénibles. Parmi les propositions que vous mettez sur la table, pour reprendre votre expression, vous proposez aussi de revenir sur les exonérations de cotisations pour les heures supplémentaires. Pour beaucoup de travailleurs, c'est une avancée. On se rappelle du slogan de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. C'est une réalité à laquelle nombre de salariés sont attachés. Cette réforme, et là, vous voulez y revenir. Cette réforme, c'est travailler plus pour gagner moins et en tous les cas pour être encore plus assujetti. Moi, j'ai mis sur la table toutes les pistes possibles et je veux questionner le gouvernement en disant: dites-nous si là, on peut dégager des marges de manœuvre. Les petits ruisseaux feront les grandes rivières. Plutôt que d'imposer à l'ensemble des Français ces 2 années supplémentaires de travail, regardons... Mais vous assumez le fait de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est une vraie question, monsieur. J'assume le fait, y compris d'augmenter les cotisations, que ce soit pour les entreprises, parce que ces exonérations, c'est aussi pour les entreprises. Vous voyez, c'est la première fois qu'il y a une réforme des retraites où les entreprises ne sont pas mises à contribution. Et j'ai vu un sondage dans le JDD il y a une dizaine de jours où près de 60% des Français, 59%, étaient prêts, le cas échéant, à accepter une augmentation des cotisations plutôt que 2 ans de plus. Mais avant d'en arriver là, moi je préfère qu'on mette à contribution les super profits, les dividendes, toutes ces niches fiscales qui ne sont pas actuellement mobilisées pour financer les retraites. Alors on en revient à la mécanique parlementaire. Vous avez noté hier, notamment sur les réseaux sociaux, que plusieurs députés de la droite LR étaient prêts à voter le fameux article 7. C'est celui qui fait passer l'âge de 62 à 64 ans. Ils étaient prêts à voter une suppression. Voilà. Une suppression, bien entendu. On a bien compris. Ça veut dire quoi? Que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une majorité éventuelle dans ce Parlement? On va le vérifier dans le débat, mais quand je vois des parlementaires LR qui déposent, c'était hier la date limite de dépôt des amendements, jeudi exactement à 17h, et quand on regarde ces amendements et qu'on voit qu'il y a des parlementaires LR qui proposent la suppression, comme nous le faisons, de l'article qui pose le plus problème, le passage à 64 ans, je me dis que ce n'est pas un problème gauche-droite. C'est des gens qui sont attachés à notre modèle social. Majorité aussi. Oui, mais c'est en tous les cas l'attachement. Vous savez, les retraites, moi j'ai utilisé cette formule. La droite, elle a toujours défendu la retraite à 64, voire à 65 ans. Oui, mais sauf que là... il n'y a pas une part d'opportunité politique, vous pensez, monsieur Guedj? Il y a aussi des gaullistes sociaux à droite qui se rendent compte que là, on touche au patrimoine, un peu à l'identité du pays. Moi, vous savez, j'ai utilisé cette formule. J'ai dit les retraites en France, c'est comme Zidane et le fromage. C'est notre patrimoine, c'est notre histoire. C'est aussi le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et les gens, dans leur tripes, c'est pour ça qu'il y a près de 80% des Français qui refusent cette réforme. C'est pour ça qu'il y a du monde dans la rue, vous vous rendez compte? Les gens vont manifester, c'est un jour de grève. Donc j'espère que mardi prochain, il y aura encore plus de monde. Mardi et samedi prochain. Voilà. Et si la réforme est quand même adoptée, qu'il y a une majorité, c'est quand même l'objectif du gouvernement, qu'est-ce qu'il faudra faire après? Lorsque Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, a été interrogé jeudi soir sur France 2, face à cette perspective, il a été évasif. Est-ce qu'il faudra continuer à manifester lorsque la loi sera adoptée? Vous savez, aussi longtemps que la loi n'entre pas en vigueur avec ses dispositions injustes, d'abord on va se battre à l'Assemblée nationale, on va se mobiliser dans la rue, dans l'ensemble du corps social. Moi, j'ai le souvenir dans le passé qu'il y a eu des réformes qui ont été adoptées, promulguées et retirées. Jacques Chirac avait retiré le CPE même après la promulgation. Même après la promulgation, parce que vous savez, là, on parle des 50, des 60 prochaines années. Donc les 50 jours qui viennent, ils sont cruciaux pour les 50 prochaines années. Votre candidate à l'élection présidentielle, Madame Hidalgo, proposait le maintien de la retraite à 62 ans. La NUPES à laquelle vous adhérez, elle, c'est la retraite à 60 ans. On ne sait pas très bien où est le Parti socialiste aujourd'hui. C'est 60 ou 62 que vous préconisez? Qu'est-ce qui rassemble aujourd'hui l'ensemble des organisations syndicales? C'est le refus des 64 ans. Donc, au moment où on parle, mais je vais vous répondre, je n'élude pas la question. Au moment où on parle, c'est d'abord faire le front le plus large pour s'opposer à la retraite à 64 ans. Après, nous pensons qu'il y a un horizon
pas demain matin, mais qui a un horizon, en priorité pour ceux qui ont les carrières les plus pénibles, les métiers hachés, etc., qui est de revenir vers les 60 ans. Donc mais on ce ne le n'est fera plus pas ce que sur vous un claquement de préconisez, doigts. Et certains disent que finalement, vous vous rangez, Non, vous vous soumettez je vous rassure tout de suite. aux insoumis. Non, on ne se soumet à rien du tout. Olivier Faure a d'ailleurs dit, nous, on défend l'idée d'un retour à 60 ans en maintenant les 43 années de cotisation. Non, mais moi, l'objectif, c'est de permettre à ceux qui ont souffert au travail, galéré au travail, commencé à travailler tôt, de pouvoir partir à 60, à 61 ans, à 62 ans, mais surtout pas à 64 ans, parce que, je le redis, c'est très injuste. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Et c'est la suite de Télématin. À tous les deux, sur les accusations de favoritisme visant Olivier Dussopt, c'est fâcheux qu'un élu soit questionné par la justice, estime Jérôme Guedj, qui retient plutôt une faute politique. Seul favoritisme dont Olivier Dussopt est coupable, c'est d'avoir favorisé des mauvaises décisions sur la réforme des retraites. Voilà pour quelques-unes des déclarations et voilà pour la politique.